Un peu partout dans le monde se produisent des phénomènes que la science n'explique pas et qui défient toute interprétation logique. C'est le cas aux États-Unis, le long du 37e parallèle nord. Il était 150 mètres au-dessus de moi, il était énorme. Les témoins décrivent des objets volants d'une conception mystérieuse. Aucun appareil ne peut se déplacer aussi vite. Est-ce une nouvelle génération d'avions furtifs ou autre chose? Je pense qu'on possède des technologies extraterrestres, mais que le gouvernement nous le cache. Il nous cacherait aussi l'existence d'une base souterraine secrète en plein cœur des États-Unis. L'accès de certains secteurs est réservé aux extraterrestres. De nouvelles enquêtes cherchent à faire la lumière sur des affaires non élucidées. Je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que ça peut être? Il y avait un ovni ici. Le premier décolle, puis le deuxième. Des témoignages et des découvertes récentes ouvrent de nouvelles perspectives. Ce que j'ai vu était réel. Ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on croyait savoir est remis en cause. Ex-shérif adjoint, Chuck Zukowski enquête depuis 25 ans sur les phénomènes mystérieux signalés dans tout l'ouest des États-Unis. Mon métier de policier m'a appris à analyser et à mettre en doute ce que je vois. Il s'est spécialisé dans l'étude d'incidents étranges et récurrents dans cette région, les mutilations de bétail, dont il a recensé d'innombrables cas. Je pensais que ces affaires seraient faciles à résoudre, mais plus j'enquêtais, plus ça devenait compliqué. Les éleveurs avaient vu des ovnis, des lumières étranges dans le ciel, etc. Il se passait plein de choses bizarres. Après des années de recherche, il finit par noter un point commun. Les incidents se concentrent sur la frontière du Colorado et du Nouveau-Mexique. Ces deux États bordent le 37e parallèle nord. En menant une enquête plus approfondie, Chuck Zukowski constate que les phénomènes étranges étaient fréquents tout le long de cette ligne de 5000 km qui traverse le centre des États-Unis. À Highland, dans l'Illinois, 4 officiers de police observent un objet immense non identifié. 25-50, je vois un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. À Aztec, au Nouveau-Mexique, un vaisseau extraterrestre se serait écrasé. Dans le comté de Las Animas, dans le Colorado, le shérif Lou Girardo aperçoit de mystérieuses sphères volant dans le ciel. Et à Piedmont, dans le Missouri, des témoins voient ce qui ressemble à une soucoupe volante lumineuse. Je crois que c'était un ovni. Des coïncidences? Pourquoi pas? Mais Chuck Zukowski pense qu'il s'agit de toute autre chose. Je me demande s'il n'y aurait pas un couloir paranormal qui traverserait les États-Unis de part et d'autre du 37e parallèle. Y a-t-il un lien entre tous ces phénomènes? Sont-ils la conséquence d'une bizarrerie géographique ou des activités secrètes de l'armée? Et s'il existe réellement un couloir paranormal au centre des États-Unis, comment s'est-il formé? S'agit-il de canulars ou d'événements bien réels? Ex-policier Chuck Zukowski sait que la majorité des témoins ne sont pas fiables. En revanche, certains sont capables d'être précis et objectifs en toutes circonstances. Ceux sur lesquels on peut vraiment compter sont les anciens officiers de police.
voir les policiers encore en activité. De par leur métier, ce sont d'excellents témoins oculaires. Chuck entame sa quête dans l'Illinois, à 1500 km à l'est de chez lui, dans le Colorado. La ville d'Ophallon se trouve au nord du 37e parallèle. Au matin du 5 janvier 2000, 4 officiers de police chevronnés voient ce qu'ils décrivent comme un immense vaisseau qui flotte dans le ciel. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu expliquer le phénomène. Mais cela reste une des observations les plus précises de l'histoire sur le territoire américain. Tina Wakin était de service cette nuit-là. C'est ici qu'elle a pris les appels. Que s'est-il passé en janvier 2000? On a reçu un appel du commissariat de Highland. Un monsieur avait signalé une lumière suspecte qui se déplaçait au-dessus de Highland en direction de Lebanon. Tina contacte l'officier Barton en patrouille à Lebanon. Haut comme une maison de 2 étages, avec des lumières blanches et rouges clignotantes au-dessus des quartiers sud-ouest de Lebanon. Une question. Si je le trouve, qu'est-ce que je fais? Il a cru à une blague. Tina aussi. Mais quelques minutes plus tard, elle n'en revient pas quand l'officier Barton lance un appel radio. À toutes les unités, lumière blanche très vive qui change de couleur à l'est de la ville. Je vais vérifier si c'est un avion, mais ça n'en a pas l'air. Je confirme, ce n'est ni la Lune ni une étoile. Que s'est-il passé après? On a reçu un nombre croissant d'appels signalant la présence d'un objet dans le ciel. 2550, je vois un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Centre 6004. À vous? Je le vois, moi aussi. Sérieux? Il est immense. À quoi ça ressemble? C'est triangulaire. Ça tournoie. Au premier appel, je me suis dit, ils sont fous. Mais à force de travailler avec eux depuis des années, je connais leur voix et je sais quand il se passe quelque chose. Ils étaient sérieux. Il y avait vraiment un truc. Il était 150 mètres au-dessus de moi. Il était énorme. Un des hommes qui aperçoivent l'OVNI est Marc Lopineau, enquêteur fédéral depuis 15 ans. Chuck se demande si les policiers n'avaient pas fait une blague à Tina Wakin. Pas du tout. Ça aurait été compliqué de mettre tout le monde dans le coup de Highland à Millstadt. Et puis, sur le plan professionnel, ce genre de blague est préjudiciable. Parce que dans notre métier, notre parole compte plus que tout. C'est vrai. Est-ce qu'un des policiers sur le terrain a recueilli des indices? Un des officiers a pris un Polaroid du vaisseau en vol. Je l'ai apporté. Vous avez un Polaroid de l'objet? Oui, dans cette enveloppe. On voit les lumières. Donc, ça, c'est l'arrière de l'objet. C'est ce que je pense, mais je ne suis pas certain si c'est l'arrière ou l'avant. On distingue un certain relief et 3 lumières horizontales. Et la pointe du triangle est là. Oui, la pointe était de ce côté. Il s'éloignait de nous, et ça, c'est exactement ce que j'ai vu quand il est parti dans cette direction. À un moment, il a accéléré en une fraction de seconde. Je n'ai jamais vu un avion se déplacer à une telle vitesse. Qu'avez-vous vu? Peut-être un appareil militaire ou un objet extraterrestre. Je n'en sais rien. Aucun des autres policiers non plus. Mais ces hommes ne sont pas des spécialistes de l'aviation et rien ne dit que l'armée ne testait pas un nouvel appareil ultra secret. Sur la carte,
on voit que plusieurs bases de l'armée de l'air se trouvent près des zones où des ovnis ont été observés. Entre autres, la base de Nellis et la zone 51 dans le Nevada, le complexe de Cheyenne Mountain dans le Colorado, la base de Whitman dans le Missouri et celle de Scott dans l'Illinois. Y aurait-il un lien? Je me demande si l'armée de l'air ne trafique pas quelque chose sans qu'on le sache. En tout cas, les apparitions d'ovnis se situent sur le 37e parallèle. La base aérienne de Scott n'est qu'à quelques kilomètres de l'endroit où les policiers ont vu l'objet mystérieux. Son commandement pourrait-il fournir des explications à ce sujet? Chuck Zukowski enquête sur les phénomènes aériens étranges qui se produisent aux États-Unis le long du 37e parallèle nord. Dans le sud de l'Illinois, un objet mystérieux a été observé par 4 officiers de police. Aucun d'eux n'avait jamais vu un appareil volé comme celui-ci. À un moment, il a accéléré en une fraction de seconde. Je n'ai jamais vu un avion se déplacer à une telle vitesse. Il était 150 mètres au-dessus de moi. Il était énorme. Ces témoignages concordent avec les descriptions de plusieurs phénomènes similaires. Un vol stationnaire, puis une accélération fulgurante et silencieuse. Mais comment un objet de la taille d'une maison pourrait-il se déplacer dans le ciel sans que l'armée ne s'aperçoive de rien? Chuck a décidé de se rendre à la base de Scott. J'ai contacté la base à propos de ce qui s'était passé en 2000. J'ai posé des questions bien précises, mais à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Pourtant, l'objet a été vu pile sur le 37e parallèle. Les autorités de la base en savent-elles plus long que ce qu'elles veulent bien dire? Finalement, voici ce que le service des relations publiques de la base lui répond. Il n'y a eu aucun appel extérieur concernant cet incident et personne ne fera de communication à ce sujet. Pourtant, Tina Wakin se souvient parfaitement avoir fait un rapport à la base aérienne et avoir reçu une réponse. Je les ai appelés, mais ils n'avaient aucune information. Ils m'ont plus ou moins dit « vous êtes folle ». J'ai expliqué que je me contentais de transmettre le message à la demande d'un officier. Le service des relations publiques de la base refuse de parler à Chuck. Conclusion, soit ils savent ce qui s'est passé, soit ils ne savent rien, ou ils nous mentent. Mais s'il s'agissait d'une arme ultra secrète, pourquoi l'armée en parlerait-elle? À 300 km à l'ouest dans le Missouri, Whiteman est la base des bombardiers furtifs B-2. Les appareils effectuent des vols d'entraînement le long du 37e parallèle, au-dessus des villes où les policiers étaient en patrouille. Chuck a rendez-vous avec Patrick Russell, pilote et spécialiste de l'aviation. Il voudrait savoir si les technologies actuelles permettraient de construire un appareil triangulaire immense, capable de vol stationnaire et d'accélération foudroyante. L'OVNI n'était-il qu'un bombardier furtif en manœuvre? Dans un simulateur de vol, Patrick Russell explique à Chuck les grands principes du vol propulsé. Parfait, installez-vous. Pleine puissance pour le décollage. Parfait, rotation. On réduit les gaz et on incline le nez. Vitesse de croisière sans nœud. Un B-2 vole-t-il en stationnaire? Non. Je pense qu'il décrocherait même à une vitesse nettement plus élevée. Ces appareils sont conçus pour voler à grande vitesse. Les avions furtifs en forme d'aile delta sont extrêmement rapides. En revanche, leurs performances à basse vitesse sont très médiocres.
Il est donc peu plausible qu'un bombardier B-2 puisse voler lentement, voire faire du surplace, comme l'objet décrit par les policiers. Mais admettons que l'armée de l'air ait développé un nouvel appareil furtif doté des mêmes qualités qu'un dirigeable. Reste la question de l'accélération presque instantanée évoquée par les témoins. Certains témoins ont vu un triangle comme ça. D'après eux, il faisait à peu près 45 mètres de large et était capable d'aller d'un point A à un point B en quelques secondes. Existe-t-il aujourd'hui un avion de cette taille qui puisse voler sur place et parcourir une certaine distance en quelques secondes? Pas que je sache. Encore une fois, pour aller d'un point à un autre, l'appareil doit bénéficier d'une poussée fournie par un moteur ou une turbine qui le propulse à une vitesse rapide. De plus, s'il est grand, il faut compter avec la force d'inertie. Par conséquent, aucun appareil ne peut se déplacer aussi vite sans une poussée très importante. Patrick Russell ne connaît aucun avion capable des performances décrites par les témoins. L'engin vu par les policiers de l'Illinois et les objets observés le long du 37e parallèle ont-ils été créés par l'homme ou sont-ils le produit d'une technologie inconnue? Pour tenter de répondre à cette question, Chuck se plonge dans l'ouvrage d'Harley Rutledge, professeur de physique à l'Université d'État du Sud-Est du Missouri. Dans cette première étude universitaire sur les ovnis, Harley Rutledge a analysé les objets étranges qu'il a observés dans le ciel des États-Unis. Il était professeur de physique, mais ne comprenait pas ce qui les propulsait. D'après lui, c'était une technologie inconnue. Ce n'est pas la seule chose qui fascine Chuck dans le livre d'Harley Rutledge. Son travail porte sur ce que les témoins ont vu autour de Piedmont, dans le Missouri, sur le 37e parallèle. C'est l'endroit idéal pour aller en interviewer quelques-uns. Chuck soupçonne l'armée de l'air d'en savoir plus qu'elle ne veut le dire. Il voudrait essayer d'établir un lien entre le mystérieux appareil de l'Illinois et les événements de Piedmont. La ville se trouve en plein cœur de son couloir paranormal. Une des observations les plus intéressantes a eu lieu en mars 1973, au-dessus du lac réservoir de Clearwater construit par l'armée dans les années 1940. À gauche du lac. Oui. Qu'avez-vous vu cette nuit-là? J'ai d'abord vu une lumière rouge. La première fois, je n'ai rien dit. Mais quand ça a clignoté de nouveau, j'ai dit, Cathy, il y a quelque chose là-bas. Oui. Et je me suis arrêtée sur le barrage. À chaque fois que ça clignotait, on voyait que l'objet s'élevait par rapport à la colline. Ensuite, quand il est arrivé à cette hauteur, des lumières blanches se sont allumées sur tout le tour et se sont mises à clignoter. Une fois en haut dans le ciel, toutes les lumières sont restées fixes. Puis l'objet a décrit un cercle avant de passer derrière la colline là-bas. De l'autre côté de la crête. Oui. Comme s'il nous avait vus. Sans un bruit. Aucun bruit. Rien du tout. Et vous avez senti une odeur particulière? Donc, un appareil avec des lumières circulaires, complètement silencieux et qui ne sentait rien. D'après vous, c'était quoi? Beaucoup de gens m'ont dit que c'était probablement un avion à décollage vertical. Mais j'ai grandi sur une base de la Royal Air Force et ce n'en était pas un. Je crois que c'était un ovni. Je me suis dit,
Si ce sont des extraterrestres, que peut-on faire? Ils sont déjà là. Un de mes frères est un ancien de la Royal Air Force. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Laisse tomber ». Aussi incroyable que cela paraisse, Chuck en arrive peu à peu à une conclusion troublante. Les objets qui circulent le long du 37e parallèle sont capables de performances qui dépassent nos capacités actuelles. Pour l'instant, d'après ce que j'ai entendu dans le Colorado et l'Illinois, les témoins ont vu des choses qui défiaient nos règles de la physique moderne. Il y a donc forcément autre chose. Et ça me laisse perplexe. Mais il n'y a pas que cela. Partout où ces objets apparaissent, il y a une base militaire toute proche. Est-ce une coïncidence ou y a-t-il un lien entre les deux? La technologie militaire a en moyenne 10 à 30 ans d'avance sur ce qui est accessible à la population civile. Cela pourrait expliquer que des observateurs néophytes soient déconcertés. Et si ces engins sont de conception humaine, Chuck sait où chercher des réponses. Si on regarde les bases disséminées aux États-Unis, la plus susceptible de développer des technologies très avancées en physique serait la zone 51 dans le Nevada. La zone 51 est la base aérienne la plus secrète du pays. Depuis plus de 60 ans, c'est là que des prototypes d'avions ultramodernes sont mis au point. Outre que de nombreux ovnis ont été observés dans la région, la base se trouve sur le 37e parallèle. Mais les témoignages sont-ils crédibles? Y a-t-il vraiment de mystérieux objets qui évoluent au-dessus de la zone 51? Ça fait des heures que je roule dans un paysage désolé. C'est l'endroit idéal pour tester de nouvelles technologies à l'abri des regards. Chuck se rapproche du périmètre de désert le mieux gardé du monde. Pendant des dizaines d'années, le gouvernement a nié l'existence de la base. Ce n'est qu'après les révélations du site Wikileaks en 2012 que le Pentagone a reconnu qu'elle était bien là. Des documents déclassifiés récemment prouvent que l'avion de reconnaissance ultra-secret Blackbird et le chasseur furtif F-117 y ont été construits et testés. Si un nouveau modèle de superavion est en projet, c'est ici qu'il faut enquêter. Chuck a rendez-vous avec T.D. Barnes, un ancien opérateur radar qui a travaillé sur la base pendant 30 ans. Avez-vous vu des choses que vous ne reconnaissiez pas? Sur l'écran, on voyait des objets qu'on était incapable d'identifier. C'était normal dans la zone 51. Y a-t-il des programmes dont vous n'ayez toujours pas le droit de parler? Il y a eu un gros truc technique élaboré ici qui n'a jamais été déclassifié. On n'a toujours pas le droit de parler de 95% de nos activités. Vous pouvez raconter peu de choses. Oui, on peut évoquer les programmes qui ont été déclassifiés, comme l'étude des MiG. La CIA a rendu beaucoup de choses accessibles, mais pas l'armée de l'air. Jusqu'à présent, l'armée refuse de dire à Chuck ce qu'elle sait des mystérieux objets volants le long du 37e parallèle. Mais l'enquêteur a décidé de trouver d'autres sources. Aujourd'hui retraité, Mike Dinan était pilote de ligne. En 1988, il a été témoin d'un phénomène extraordinaire au-dessus de la zone 51. C'est la première fois qu'il raconte ce qu'il a vu devant une caméra. J'étais copilote à l'époque. On avait décollé de Saint-Louis à destination de San Francisco.
Il devait être 1h, 1h30 du matin. On était à une 60aine de kilomètres à l'est de la zone 51. Si je dessine un plan, la zone 51 est là. Tout à coup, la tour de contrôle nous contacte, virée à 90 degrés. On s'exécute et une 60aine de kilomètres plus loin, nouveau virage à 90 degrés. Vous êtes en train de me dire qu'on a demandé à la tour de vous faire passer à l'écart de la zone 51. Exact. À un moment, j'ai regardé par le hublot et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a là-bas en bas ?» On aurait dit un hologramme. On voyait à travers. Mike aperçoit ce qui ressemble à une piste et un balisage d'approche en 3D dans la zone 51. J'ai ajouté « Qu'est-ce qu'il fabrique ?» On aurait dit que quelqu'un avait renversé dans le ciel un bocal rempli de lucioles. L'une après l'autre, elles sont descendues et ont viré à 90 degrés, là et là, comme ça. Comme si chacune était pilotée. Oui, mais je doute qu'un homme ait pu encaisser une telle accélération. C'était violent? Incroyablement, oui. L'équipage de l'avion de ligne voit les lumières étranges se poser dans la zone 51. J'ai demandé au commandant « Que croyez-vous que c'était ?» Il m'a répondu « On n'a rien vu ». Dans l'aviation commerciale, si on parle d'ovnis, de soucoupes volantes, de petits hommes verts, on peut dire adieu à sa carrière. Pourquoi? D'après vous, qu'est-ce que le gouvernement dissimule? Mike Dinan a une théorie pour expliquer ce qu'il a vu au-dessus de la zone 51. Je pense qu'on possède des technologies extraterrestres, mais que le gouvernement nous le cache. Ancien pilote professionnel, Mike Dinan a l'habitude d'observer et d'analyser ce qu'il voit dans le ciel. Ces déclarations incroyables soulèvent une autre question. Se peut-il que l'armée de l'air collabore avec des extraterrestres? S'agit-il d'une sorte de co-entreprise? Je vais me pencher sur le problème. La description des sphères lumineuses qui auraient atterri dans la zone 51 rappelle d'autres phénomènes observés le long du 37e parallèle. Chuck a décidé de s'approcher de la base par une autre route. Il sait qu'il prend des risques, mais il espère apercevoir lui-même des choses inhabituelles. Je suis super tendu. D'ici, je vois la guérite du garde et des poteaux téléphoniques. Peut-être même qu'il y a des patrouilles. Je vais m'arrêter ici une seconde, histoire de me faire une idée de ce qu'il y a plus loin. Je ne veux pas être trop près. Si je m'approche trop, j'ai peur qu'on me confisque mon matériel et ma voiture. Je vais rester ici un moment. Et je vais prendre quelques photos. Au bout d'un quart d'heure, Chuck décide de faire demi-tour. Il craint d'être surveillé et sait que d'autres enquêteurs ont tout perdu parce qu'ils s'étaient aventurés trop près. C'était un véhicule de la sécurité. Il ne fait pas demi-tour. Tout va bien. Je vais continuer ma route. À mon avis, il est venu vérifier ce que je faisais et s'assurer qu'il n'y avait pas à s'inquiéter de ma présence. Chuck poursuit sa mission, découvrir ce qui se cache derrière les sphères volantes observées par Mike Dinan. Sont-elles réellement de conception extraterrestre?
Elle décrit les extraterrestres récupérés dans les débris et explique ce qu'on sait sur les soucoupes volantes. Le 37e parallèle traverse les États-Unis d'est en ouest. Chuck Zukowski enquête sur un lien possible entre les signalements d'objets volants et la présence de bases militaires le long de cette ligne. Les caractéristiques technologiques de ces engins semblent défier les lois de la physique moderne. Chuck se demande s'ils n'auraient pas été construits par des extraterrestres. Et si l'armée ne les étudierait pas dans sa base ultra secrète, la zone 51. Pour vérifier cette théorie, il va rencontrer un ex-pilote dont la famille a marqué le monde de l'aviation depuis les années 1930, John Lear. Mon père est l'inventeur du Learjet. Avant cela, il avait fait beaucoup de choses pour l'armée. C'est comme ça que je me suis intéressé aux avions. J'ai d'abord travaillé comme pilote d'essai, puis je suis entré dans l'aviation commerciale et j'ai été pilote de ligne pendant 35 ans. Par le biais de sa famille et de la CIA, John Lear rencontre des personnalités marquantes, dont un scientifique en poste dans la zone 51. J'ai fait la connaissance de Bob Lazar à l'été 1988. Il travaillait sur le site S4, où le gouvernement entrepose les soucoupes extraterrestres qui se sont écrasées. Il était chargé de la rétroconception des systèmes de propulsion. C'est-à-dire ? Ça consiste à essayer de copier les caractéristiques et les performances d'un objet ou d'un avion. Dans le cas d'une soucoupe volante, on voulait savoir comment elle parvenait à se déplacer des centaines de fois plus vite que la vitesse de la lumière. C'était le boulot de Bob Lazar. Les déclarations de John Lear ont de quoi surprendre. Mais existe-t-il des preuves que l'armée américaine ait réellement mis la main sur des technologies extraterrestres ? Depuis les années 1940, un certain nombre d'engins mystérieux se seraient écrasés sur la Terre. Il y a l'accident près de la ville de Cap Girardeau dans le Missouri en 1941. Celui de Roswell en 1947. Et un autre à Aztec en 1948. Très souvent, les curieux auraient été tenus à l'écart le temps que l'armée emporte les débris de l'engin. Si ces histoires sont vraies, il serait logique que les épaves aient été transportées dans la zone 51, sur le 37e parallèle. Existe-t-il des documents militaires, même officieux, sur les activités de la zone 51 ? Il y a la note d'information du Majestic 12 destinée au président Eisenhower. Elle décrit les extraterrestres récupérés dans les débris et explique ce qu'on sait sur les soucoupes volantes. Divulgué pour la première fois dans les années 1980, ce document a été rédigé par un groupe de 12 scientifiques et militaires chargés d'étudier ces engins. Ces pages relatent l'accident de 1947 d'un vaisseau extraterrestre aux États-Unis. Elles donnent des détails sur l'autopsie des êtres qui se trouvaient à bord et la liste des objets récupérés. Même si j'ai souvent entendu dire le contraire, je crois que ce document est authentique. Le nom de Majestic a été cité par un ami proche de ma famille, le général Jimmy Doolittle. Héros de la Seconde Guerre mondiale, le général Doolittle avait commandé un raid audacieux sur Tokyo en 1942. General, for each one of us here tonight, a privilege to be with you. Encensé jusqu'à sa mort en 1993, c'était un ami des Lear.
J'ai demandé à ma mère de l'appeler et de lui demander si Majestic existait vraiment. Il a répondu oui, Moya, mais je ne peux rien dire de plus. Le témoignage de John Lear corrobore la théorie de Chuck sur un lien entre l'armée américaine et les signalements d'objets volants le long du 37e parallèle. Je n'en reviens pas de ce que John m'a raconté. Si je n'avais pas parlé avec Mike Dinan et les témoins dans l'Illinois, je ne l'aurais pas cru. Mais à présent, je m'interroge. Peut-être que l'armée a réussi à reconstruire des engins extraterrestres et à les tester sur ses bases le long du 37e parallèle. John Lear a également évoqué des documents mystérieux divulgués par un responsable de la sécurité du nom de Thomas Castello, le dossier Dulce. Il révélerait que des humains et des extraterrestres collaboreraient dans une base souterraine secrète près de Dulce, au Nouveau-Mexique. Ça paraît dingue, mais regardez sur une carte. Dulce, au Nouveau-Mexique, est pile sur le 37e parallèle. Il faut que j'aille voir. La petite ville se trouve sur la réserve des Apaches Icaria. Au pied de la Mesa Archuleta, Chuck a rendez-vous avec John Rhodes, écrivain et enquêteur. Bonjour Chuck. Comment ça va? Bien. J'ai entendu tout un tas d'histoires. Que se passe-t-il ici? Dans ce secteur montagneux, il y a une base souterraine. On a recueilli de nombreux témoignages de gens qui prétendent qu'à l'intérieur, des créatures non humaines travailleraient aux côtés des humains. Vous êtes en train de me dire que des extraterrestres vivraient dans une base là-bas? Exactement. C'est tout à fait ça. Dessiné d'après le témoignage de Thomas Castello, ces plans montreraient l'aménagement de la fameuse base. C'est le niveau 1. Il y en a 7. La plupart des niveaux supérieurs sont administrés par les humains. Mais l'accès de certains secteurs est réservé aux extraterrestres. Cela paraît totalement farfelu, mais John Rhodes va plus loin. D'après lui, le complexe s'étend sur 6,5 km et abrite des milliers de gens. Il y a une base de plus de 6 km sous terre. Comment est-ce possible? C'est tout à fait possible. De nombreux documents historiques et administratifs attestent de l'existence avérée de tels endroits dans tous les États-Unis. Il montre à Chuck des papiers décrivant le projet de construction des bases souterraines et de la machine capable de les creuser. Ce sont des dessins d'une foreuse thermonucléaire. Elle chauffe la roche à des températures extrêmement élevées. Le granit fond à 1800 degrés et se transforme en magma. La foreuse avance à travers la croûte en repoussant le magma vers les parois extérieures du tunnel et au final, on a un tunnel vitrifié. Cela semble douteux. Pourtant, dans les années 1970, des brevets ont été déposés pour un tunnelier susceptible de circuler sur des centaines de kilomètres en creusant un réseau de galeries souterraines. Si on se fonde sur ce que vous venez de décrire, pensez-vous que Dulce pourrait être relié à la zone 51 dans le Nevada? Je pense que c'est le cas. On dirait de la science-fiction. Mais y aurait-il un rapport entre l'engin mystérieux aperçu dans le secteur du 37e parallèle et un chapelet de base militaire souterraine? Même si cette théorie paraît invraisemblable, Chuck veut en avoir le cœur net. Ce que John m'a dit confirme les nombreuses informations que j'ai recueillies sur l'existence possible de bases militaires le long du 37e parallèle. Je vais grimper au sommet de la Mesa et voir si je trouve des indices d'une base secrète. Mais pour cela, Chuck doit d'abord obtenir l'autorisation des Indiens propriétaires des terrains
autour de Dulce. Salut, Chuck. Au sommet de la Mesa Archuleta, il retrouve Richard Vigil. Merci d'être venu. Je ne peux pas aller plus loin. Les Apaches Ikaria ne sont pas la seule tribu qui revendique cette zone. La partie nord de la Mesa appartient à une autre nation, les Utes du Sud. Ici, c'est la terre des Ikaria. Oui. Et là-bas, ce sont les terres des Utes du Sud? Oui. Et on a le droit d'y aller? Non. Non. Si on voulait construire une base militaire secrète, le mieux, ce serait dans une zone interdite d'accès. Un coin comme ici, où personne n'a le droit d'aller, serait l'endroit idéal. La terre des Utes s'étend sur 2,5 km dans cette direction. La barrière empêche les gens de passer. Chuck et son guide n'iront pas plus loin. Afin de préserver la paix entre les deux nations, Richard prend garde à ne pas s'aventurer sur le territoire des Utes. Richard m'a emmené jusqu'à la limite de leur territoire. L'accès est interdit à quiconque. S'il y avait une base militaire, ce serait l'endroit rêvé. Les Utes ont refusé d'autoriser Chuck à pénétrer sur leur terre au sud de Dulce. En tentant d'y entrer par le nord, il est tombé sur une des rares personnes qui ne soit pas Ute et qui connaissent le secteur. Il s'appelle Ed Gomez et sa famille possédait un ranch dans le coin. Ed a sa propre théorie sur ce qui se passe autour de Dulce. Il a même une vidéo pour l'étayer. Je n'ai jamais vu un mirador de chasse pareil. Je pense que c'est un poste de garde. On voit les lumières. Chuck Zukowski mène l'enquête sur des phénomènes mystérieux qui semblent concentrés le long du 37e parallèle nord. Il a découvert l'existence de plusieurs bases militaires qui semblent liées aux apparitions d'objets non identifiés. À Dulce, on prétend que certaines de ces bases communiquent par des tunnels souterrains. Ed Gomez vient d'une famille d'éleveurs dont les terres s'étendaient à quelques kilomètres de la ville. Dans les années 70 et 80, ces troupeaux ont été victimes d'une vague de mutilations mystérieuses. Il y en a eu combien au fil des années? Entre 1976 et 1985, 23 bêtes ont été mutilées. Finalement, la famille Gomez a fait faillite et a perdu son ranch. Mais avant, Ed a tenté de savoir ce qui se passait sur la partie nord de la Mesa Archuleta, le secteur auquel Chuck n'a pas pu accéder. Il a apporté une vidéo pour montrer à Chuck ce qu'il avait découvert. C'est quoi? Le ranch Redding. Il se trouve juste au nord, au pied de la Mesa Archuleta. Il y a une route qui y mène en passant par le canyon Johnson. C'est la seule voie d'accès au sommet par le nord. C'était une vraie place forte, on ne pouvait pas y entrer. Ed avait remarqué tout particulièrement ces miradors. D'après les propriétaires, c'étaient des tours d'affût où les chasseurs s'embusquent pour attendre le gibier. Mais la construction semble capable de résister à un véritable assaut. Ça, c'est un gros plan de l'un des miradors de chasse. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il est en acier très épais et blindé. Je n'ai jamais vu un mirador de chasse pareil. Je pense que c'est un poste de garde. C'est la seule explication que je vois, surtout quand on sait que le ranch était ultra sécurisé. Comme John Rhodes, Ed Gomez est convaincu qu'il se passe des choses très bizarres à Dulce et qu'il existe bien une base souterraine. Mais pour lui, les extraterrestres n'ont rien à voir là-dedans.
Quand j'ai entendu parler de la base extraterrestre et du dossier Dulce, je n'ai pas su quoi penser. C'était peut-être de la science-fiction, ou peut-être pas. Mais sans preuve scientifique de la présence d'une base extraterrestre, je n'y crois pas. On pense plutôt qu'il y a eu des expérimentations chimiques et bactériologiques dans la région. Pour Chuck, l'existence d'une base militaire où des armes biologiques et chimiques seraient testées sur le bétail des ranchs voisins n'est pas aberrante. Mais cela n'explique pas les ovnis, ni le témoignage de John Rhodes et de John Lear. Néanmoins, à Dulce, il y a une chose sur laquelle tous les témoins s'accordent. Tous les gens à qui j'ai parlé sont d'accord pour dire qu'il y a une base militaire souterraine tout près. Pour certains, ce sont les extraterrestres. Pour d'autres, la CIA. Mais tous sont du même avis. Il y en a une. De retour dans le Colorado, Chuck se lance dans des recherches plus approfondies sur les bases militaires souterraines aux États-Unis. J'ai appris que pendant la guerre froide, l'armée américaine avait construit des silos souterrains qui abritaient des milliers de missiles nucléaires. Le gouvernement des États-Unis a également fait construire des complexes immenses pour accueillir les membres du Congrès en cas d'attaque nucléaire. Ils étaient gigantesques. L'armée américaine a certainement les capacités technologiques de faire aménager une base souterraine à Dulce. Chuck n'a pas oublié sa conversation avec John Rhodes, persuadé que Dulce et la zone 51 communiquent. L'enquêteur étudie la possibilité d'un lien avec le 37e parallèle. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre certaines apparitions d'OVNI et d'autres bases militaires. Je me demande aussi si ces bases communiquent entre elles par un réseau de tunnels souterrains de part et d'autre du 37e parallèle. La théorie de Chuck est qu'un certain nombre de bases militaires secrètes abriteraient des ovnis et seraient reliées entre elles par des tunnels. Y a-t-il un moyen de le prouver? Près de chez lui, à la frontière entre le Colorado et le Nouveau-Mexique, pile sur le 37e parallèle, il rencontre un dernier témoin. L'ex-sénateur Dave Schmidt. Celui-ci pourra peut-être découvrir la vérité sur les phénomènes qui se produisent aux États-Unis. J'ai interrogé des témoins fiables qui m'ont parlé des objets volants étranges qu'ils avaient vus. J'ai discuté avec d'autres personnes qui croient à l'existence de bases militaires souterraines secrètes installées le long du 37e parallèle nord. Y a-t-il quelqu'un au gouvernement qui pourrait me dire si c'est vrai ou non? J'ai essayé d'obtenir des informations, en vain. Mais pendant mon mandat, j'ai appris qu'au sein de l'administration, le vrai pouvoir n'était pas aux mains des élus ni des directeurs des différentes agences, parce qu'il ne reste pas indéfiniment. Ceux qui détiennent le pouvoir se trouvent à un échelon plus bas. Ce sont les hauts fonctionnaires qui restent en poste pendant 20 ou 30 ans. Dave Schmidt est certain d'une chose. Ce sont ces hommes de l'ombre qui supervisent les projets ultra secrets comme ceux dont il a été question ici. Mais ces hommes refusent de parler. Est-il d'accord avec la théorie de Chuck sur l'existence des bases souterraines secrètes le long du 37e parallèle? Tout à fait. Des gens ont vu des preuves de leur existence. Ils n'y sont pas entrés, mais ils ont vu les preuves. John Rhodes et John Lear en sont convaincus eux aussi. C'est plus qu'une théorie, c'est un fait avéré. Ça me paraît cohérent. Que sait l'armée des technologies extraterrestres et des bases secrètes souterraines aux États-Unis? Les réponses se trouvent ici, au Pentagone. Mais il est peu probable que quiconque accepte de révéler ce qu'il sait.
En attendant, Chuck Zukowski continue de s'interroger. Que se passe-t-il le long de cette ligne qui traverse les États-Unis et à quoi servent les mystérieux engins volants aperçus dans cette région ?